Bonjour à tous et merci déjà d'être là pour cette session. Il est 10h30, donc on va promptement commencer. Comme vous le savez, le cabinet Elite envisage de tenir cette session avec les différents investisseurs qui sont au PIDAC, du moins ceux qui sont là, pour essayer de vous entretenir sur un thème important. En l'occurrence, le pays qu'on appelle la RDC, la République démocratique du Congo, comme étant un carrefour stratégique des matières critiques qui permettent la transition énergétique et avec une emphase particulière sur les aspects juridiques qui permettraient de pouvoir débloquer donc les potentiels. Alors, en termes de panélistes, nous avons Maître Edmond, qui est du cabinet Elite. Je veux revenir dans un deuxième temps sur le cabinet Elite. Je commence par d'abord présenter Maître Edmond. Maître Edmond, qui est l'intervenant de ce jour et qui se fera certainement accompagné par ses autres confrères, que je prendrai également le temps de présenter, est un avocat de la République démocratique du Congo avec une longue expérience en droit, pratiquement 30 ans de pratique en RDC. Et donc, durant ces 3 décennies de pratique, Maître Edmond intervient dans plusieurs domaines du droit des affaires, la pratique du droit commercial, le droit des sociétés, le droit minier, le droit des hydrocarbures, le droit fiscal, le droit douanier, le droit des assurances, ainsi que le droit de sûreté. Il pratique le droit minier en particulier depuis 2001, et donc à ce titre, il a participé à certaines des actions majeures qui ont façonné pratiquement le droit minier congolais. Donc il a participé à la rédaction du premier code minier congolais. Lequel code sera révisité en 2018. Et donc, encore là, il intervient pour sa révision. Et depuis 2024, il a été chargé par la Banque mondiale de travailler sur la révision du code minier de la République centrafricaine. Donc, vous pouvez le constater, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience en droit minier. Et donc, c'est celui qui va nous parler de ce thème important. Et il n'est pas seul. Et vous pouvez le voir, il est également accompagné de ses autres collègues, Maître Gabriel Kazadi, qui est juste à sa droite, qui est également expérimenté en droit avec plus de 2 décennies d'expérience, notamment dans le droit minier et des ressources naturelles. Et à l'extrême droite, il y a Maître Emmanuel Ochoudi, également très versé dans les questions de droit minier et dans le domaine de pratique en République démocratique du Congo. Il y a également Maître Trésor Ilunga qui est assis là. Je crois qu'il y a un autre que je ne vois pas dans la salle, mais qui doit se trouver quelque part. Donc, il s'appelle Maître Steve Manouanoua. Quand il viendra dans la salle, je ne manquerai pas de vous le présenter également. Alors, Cabelit, c'est donc l'entité qui vous a invité pour cette thématique. Mais on en parle un peu, donc, à quelques mots, c'est quoi Cabelit? Cabelit est un cabinet d'avocats qui existe depuis 2021. Même si, en fait, Cabelit est à son sein des avocats, vous avez vu avec le cas de Maître Edmond, des avocats qui ont une pratique de droit qui date pour certains de 3 décennies et d'autres 2. Donc, il s'agit d'un regroupement d'avocats qui, au minimum, ont une expérience agrégée de 30 ans de pratique de droit, notamment le droit minier. Le cabinet il est basé en RDC, avec une présence en Afrique du Sud. Vous comprendrez pourquoi, parce que l'Afrique du Sud, c'est parmi l'une des portes où les investissements miniers arrivent sur le continent africain, et aussi une présence à travers les villes majeures en RDC, notamment la capitale Kinshasa, et aussi dans le Copperbelt, donc dans le Grand Katanga, où il y a les principaux investissements miniers. Donc, on a un autre bureau à Lubumbashi, et aussi un autre bureau à Kolwezi qui est considéré comme la capitale mondiale du cobalt. Donc ça, c'est en bref ce que le cabinet fait, un cabinet qui est très, très versé dans tout ce qui est activité minière. Je sais qu'ici, probablement, il y a des anglophones, donc je vais aussi essayer de le redire rapidement en anglais pour que ce ne soit pas exclusivement pour le francophone. Nous sommes à Toronto, une ville anglophone. Alors, we'll be talking about this very important theme. The DRC is a strategic hub for critical minerals, legal pathways for sustainable development. But let me quickly talk about the speaker. He is a lawyer that comes with close to 30 years of experience in legal practice under his belt. A very diverse experience. He's not alone. He's accompanied with some of his other colleagues, Mr. Kazadi to his right, and Mr. Emmanuel Ochoudi to his extreme right over there, and Trésor Ilunga. So these are the people that will be talking about this very important theme.
And the law firm itself was incorporated in 2021, even though the lawyers operating in that law firm have close to 30 years of experience, aggregate experience on the respective belts. So they really are quite conversant with mining activities. We will be talking about this very important theme, and let's give it like 30 or 40 minutes for presentation, and then we will take questions or comments for the other parts of the presentation. He will be doing it in French, but the slides will be pulled up in English so that those that don't or can't speak or understand French will be still able to understand what it is he's talking about. So without further ado, I'll hand it over to Maître Edmond for his presentation. Merci Maître, à vous pour votre présentation. Merci pour votre brillante présentation. Bonjour à tout le monde. You have to translate. Hello everyone and welcome to this session. I'll be sitting here. OK. Nous allons parler de la RDC comme un centre mondial pour les minerais essentiels dans la transition énergétique. So we'll be talking about the DRC as a strategic hub for critical minerals and legal pathways for sustainable development. Alors, en guise d'introduction, nous allons répondre à deux questions majeures. D'abord, pourquoi la RDC est considérée comme un acteur clé dans la transition énergétique? So we'll be approaching this twofold. First, talk about why the DRC is regarded as a pivotal country for critical minerals. La réponse est simple, c'est parce qu'elle joue un rôle central dans la transition énergétique grâce à ses ressources naturelles abondantes, essentielles pour la technologie propre et l'électrification. And the reason is simple because the DRC is a country that plays a pivotal role in the global energy transition, thanks to the country's abundant natural resources that are essential for clean technologies and electrification. Il y a aussi 4 autres raisons qui expliquent pourquoi la RDC est vraiment incontournable dans cette matière. And also we have another 4 drivers that explain why the DRC is a very critical country for that. Premièrement, parce qu'elle dispose, comme on l'a dit, des réserves exceptionnelles de minerais stratégiques. Number one, the country is blessed with lots of strategic minerals. Deuxièmement, elle a une position stratégique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. And due to the very important position of the country in the global value chain. Troisièmement, elle a un cadre juridique en mutation qui permet d'attirer des investisseurs. And also the country has a legal framework which is in evolution and is quite conducive to foreign investment. Et enfin, elle offre des opportunités pour des investisseurs étrangers. And also the country provides a lot of opportunities to foreign investors. Nous allons donc développer ces 4 raisons qui constituent l'ossature de notre présentation. So we'll take a deeper dive on each one of those drivers, which actually are the foundational elements of our presentation. Parlons d'abord de réserves exceptionnelles de minerais stratégiques dont regorgent les sols de la RDC. So number one, let's talk about the exceptional reserves of strategic minerals that the DRC has in its soil. Alors, comme tout le monde le sait, les minerais stratégiques sont nécessaires pour la fabrication des batteries, pour les énergies renouvelables et pour des infrastructures électriques. And as you know, these minerals are essential for batteries, renewable energies, and the electrical infrastructures. That's number one. Et la RDC possède une concentration inégalée des minerais stratégiques. And the DRC has unparalleled concentration of those minerals. D'ailleurs, on parle de la RDC comme d'un scandale géologique. In fact, the DRC is also known as a geological scandal. Si vous pouvez voir la carte qui est devant nous, c'est quelques représentations du minerai, ce n'est pas tous les minéraux. Vous allez voir que le minerai des cobalt et des cuivres sont au sud-est, tandis que le minerai comme les 3T, les manganèses et autres sont à l'est du pays. And what you have there is a map of the DRC with various minerals,
with cobalt to the southern part of the country, while the 3Ts are on the eastern part of the country. Donc nous allons maintenant essayer de voir minerai par minerai son importance et comment on peut les trouver en RDC. So now we'll touch on each and every one of these minerals and how they are found or located in the DRC. Nous allons d'abord parler du cobalt. So let's start with cobalt, number one. La RDC contient environ 70% des réserves mondiales de cobalt. The DRC is home to close to 70% of the world's cobalt reserves, Ce qui représente près de 75% de la production mondiale. which account for 75% of global production. Et comme on le sait, le cobalt est un élément essentiel pour la fabrication des batteries lithium-ion. And as everybody knows, cobalt is critical for manufacturing ion lithium batteries, Pour la fabrication des véhicules, le stockage d'énergie, les smartphones et autres appareils électroniques. for EVs, renewable energy storage, smartphones, and other electronic devices. Et comme on le sait, la production des voitures électriques est en augmentation et cela demande beaucoup plus de cobalt et des prévisions montrent que la demande va tripler d'ici 2040. And also, as you know, with the green transition, the demand for EVs will constantly continue to grow, and it is forecast. The demand for EVs will triple by 2040. Voilà. Donc vous allez voir maintenant le part du marché détenu par la RDC dans le graphique là devant vous. So what you have there is the market share of the DRC with regard to cobalt. Là, c'est à peu près, nous sommes dans, ça fait 5 ans qu'il y avait ces graphiques où vous voyez la RDC avait à elle seule 64% de part du marché. That pie graphic actually dates back to 2018, but even back then, the DRC already had 64% of market share globally. Les autres parts du marché sont détenues par des pays comme le Canada, l'Australie, la Chine, mais en faible proportion. And the other remaining part of the market shares is held by countries such as Canada, China, and other countries. But you can see that DRC has the bigger chunk of that. Et en 2023, le pays a produit environ 170 000 tonnes de cobalt, représentant 75% de la production mondiale. And the DRC in 2023 produced 170 000 tonnes, 170,000 tons of cobalt, représentant corresponding to 75%. 75% of global production. Donc la RDC est incontournable si on veut vraiment travailler dans la transition énergétique avec les cobalts. All that means one thing: the DRC is front and center for all things related to energy transition. Nous passons au minerai suivant, on va parler du cuivre. Next to to copper, which is copper, which is the next mineral. Le cuivre, la RDC est le plus grand producteur du cuivre en Afrique. DRC is the leading copper producer in Africa, Mais il est aussi l'un des principaux au niveau mondial. and also one of the leading producers on the globe of copper. Et le cuivre est aussi très nécessaire, notamment pour les câblages électriques, les réseaux d'énergie, le moteur électrique, les infrastructures de recharge, les panneaux solaires, éoliennes, etc. And copper is equally important, for instance, for things such as electrical wiring and power networks, electric motors and recharging infrastructures, solar panels and wind turbines, and many, many more. Et la demande du cuivre va aussi en augmentant. Elle va augmenter de 50% d'ici 2035. And also the global demand for copper will keep on increasing, and it is set to increase by 50% by 2035. On peut voir dans le tableau suivant comment la demande du cuivre va crescendo en augmentant. And this graph gives you a snapshot of how the demand for copper keeps on increasing. Donc c'est surtout les réseaux électriques, les biens de consommation, dans le secteur du bâtiment, dans tous ces secteurs, on a besoin du cuivre. And it's mostly used in the consumer goods, construction, and wiring. Copper is also used in those various sectors. Alors, quels sont les principaux producteurs du cuivre dans le monde? So who are the main producer of copper on the globe? La RDC est parmi les 5 grands producteurs du cuivre dans le monde. DRC is in the top 5 producers, global producer of copper. En 2023, vous pouvez le voir, il y a le Chili qui a produit 5 millions,
le Pérou 2,6 millions, la RDC environ 2 millions, donc pour être précis 1,9 million, et puis la Chine 1,7 million et les États-Unis 1,2 million. And the slide gives you some granular details on what was the production of each country, including Chile, Peru, DRC, China, with the DRC having produced 1.9 million tons in 2023. Donc ces 5 pays à elles seules produisent environ 23% de la production totale mondiale de cuivre. So Chile, Peru, Democratic Republic of Congo, China, these 5 countries to themselves produce close to 25% of global copper. Une fois de plus, la RDC, on doit aussi compter avec si on veut avoir du cuivre dans le développement des nouvelles technologies. It also means that the DRC is a key player when it comes to copper. Passons au troisième minerai, qui est le lithium. Next mineral, lithium. Le lithium, c'est l'accélérateur de batteries dans de nouvelles générations. Lithium could be regarded as the gas pedal for the new technologies. Avec la montée en puissance des batteries lithium, la demande en lithium explose. And so with the rise of the use of lithium iron phosphate batteries, the demand for lithium keeps on increasing. À ce jour, la RDC ne produit pas encore suffisamment de lithium, mais elle dispose d'importants gisements, notamment le projet Manono. Even though the DRC is not currently producing lithium, but the country has lots of deposits, for instance, the Manono project. La RDC pourrait alors devenir l'un des plus grands gisements du monde, parce qu'on a des estimations de 400 millions de tonnes avec une teneur de 1,6. So the country could become one of the leading producers with an estimated 400 million tons with an average lithium content of 1.65%. Donc, vous comprenez que la RDC, on doit aussi également compter avec elle si on veut vraiment investir dans les batteries. So if you are serious about investing into batteries, the DRC is definitely a country you want to deal with. La demande de lithium a augmenté en même temps que son prix. So the demand for lithium is increasing. At the same time, the price for the mineral is also increasing. Si on passe au slide suivant, vous allez voir que le monde a faim de lithium. And you can see on the basis of that graph that the world, in fact, is really very hungry or in great need of lithium. Si vous voyez de 2017 à 2025, la demande va crescendo. And you can see that the demand keeps on increasing starting from 2017 all the way to the present day. Et elle a que plus que doublé. And I actually pretty much like doubled. Le prix a pris aussi de l'envol. Si on passe au slide suivant, vous allez voir la courbe du prix, n'est-ce pas, de lithium, comment il est en train de flamber. And there, that gives you an indication on how the lithium price is also behaving, and you can see it is also on the rise. Donc, une fois de plus, c'est une grande opportunité d'investir dans le lithium en RDC. All that means it's very important to invest in lithium in the DRC. Nous allons passer à d'autres minéraux qui sont également indispensables dans la transition énergétique. Ce sera le cas des nickel et des manganèses. Let's also talk about other minerals that are equally important for energy transitions, manganese and nickel. Voilà, j'ai parlé de nickel et de manganèse. Le nickel permet d'augmenter l'autonomie de véhicules électriques. So nickel allows to increase the range of EVs. Il est utilisé dans la fabrication des aciers inoxydables et d'alliages avancés. Also used for manufacturing stainless steels and advanced alloys. Tandis que le manganèse, c'est un composant clé des batteries pour réduire la dépendance au cobalt. While manganese is equally important to reduce dependence on cobalt for batteries, for EVs. Une fois de plus, la RDC possède des gisements inexploités ou sous-exploités qui pourraient être développés pour réduire la concentration du marché mondial seulement en Indonésie et en Russie pour le moment. And DRC equally has underexploited deposits that could be developed to reduce over-reliance on countries such as Indonesia or Russia. Parlons maintenant des minéraux 3T. Let's now move to the 3 Ts. Là, on va parler de tantal, tungstène et étain, qui jouent aussi un rôle crucial dans plusieurs technologies essentielles à la transition énergétique et pour la fabrication des batteries aussi. And these are tantalum, tungsten, and tin, which play a very important role in technologies that are critical for energy transitions and battery manufacture. Les minéraux 3T étaient souvent associés à l'électronique et aérospatiale, mais ils sont également indispensables
aux infrastructures et aux nouvelles technologies énergétiques. Treaties are important not only for electronics and aerospace devices, but also important for infrastructure and the new energy technologies. Parlons un peu de tantal, qui est essentiel pour l'électronique et les batteries. So let's talk about tantalum, important for batteries and electronics. C'est un composant clé des condensateurs haute performance utilisé notamment dans les circuits électroniques des batteries lithium et dans le véhicule électronique. It's a key component in high performance capacitors and also in EVs. Et il permet d'améliorer la stabilité et l'efficacité des composants électroniques. And also allows for improved stability and efficiency of electronic components. La RDC est l'un des principaux producteurs mondiaux de tantal, particulièrement à l'est du pays. And the DRC is one of the leading world producers of tantalum, in particular in the eastern part of the country. Notamment dans la province de Maniema, dans la province du Nord et du Sud Kivu. Inter alia in the province of Maniema, North and South Kivu. La demande mondiale de tantal est en forte croissance en raison de l'essor des véhicules électroniques. And the EVs are driving the global demand for 3Ts. Vous pouvez le voir dans le tableau, dans le graphique. Tu peux reculer. Voilà, là tu es rentré à nickel. On peut avancer. Donc, la projection montre que la demande va toujours en augmentant au fur et à mesure qu'il y a l'essor de véhicules électroniques. So there will be a continuous increase in the demand for 3Ts as the demand for EVs is also increasing. Parlons maintenant de tungstène. Let's move to tungsten now. Alors, tungstène, c'est un métal stratégique pour l'industrie énergétique renouvelable. Tungsten is critical for renewable energies. Les matériaux ultra résistants à la chaleur et à l'usure. High resistant to heat and wear. Et l'avantage pour la RDC sur le marché de tungstène, c'est que la RDC a des gisements de tungstène qui sont encore inexploités à ce jour. And DRC also has an unexploited or untapped deposits of tungsten. Alors, fort de cette demande, les fabricants auront intérêt à pouvoir investir en RDC parce qu'il y a des gisements qui sont encore inexploités. So the increasing demand for tungsten will definitely drive investors to come to the DRC and invest in the sector. Parlons maintenant de l'étain. Shall we move to tin now? L'étain est indispensable aussi aux batteries et aux énergies renouvelables. And tin is important also for renewable energies and also for batteries and anodes. Il est utilisé notamment dans les soudures électroniques et les anodes de batteries lithium et dans la fabrication des panneaux solaires. Used in electronic soldering lithium-ion batteries and in manufacture of solar panels. Pourquoi la RDC est-elle stratégique par rapport à l'étain? C'est parce qu'il est l'un des plus grands producteurs d'étain d'Afrique. And DRC is also one of the main or the leading producers of tin in Africa. Et la plupart des gisements de l'étain se situent à l'est du pays. And most deposits for tin are located in eastern DRC. Ainsi, avec la hausse de demande en batteries et en panneaux solaires, l'étain devient un matériau critique pour l'électrification du futur. And with the increasing demand for batteries and also the increasing need of the EVs, tin will also be important for the green transition. De ce fait, la RDC est le pivot de la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques. All that indicates that the DRC is pivotal to the global value chains of strategic minerals. Comme on l'a dit, la RDC est au cœur de la production du cobalt et du cuivre, ce qui le met comme un maillon indispensable de la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques. We already said that the DRC is a leading producer of copper and cobalt, which positions the country as a key player in critical minerals. À ce jour, la majorité du cobalt extrait de la RDC est exportée vers la Chine, qui contrôle aujourd'hui la transformation et la fabrication des batteries dans le monde. And most of the cobalt mined in the DRC is exported to China, and then China has pretty much full control of processing and manufacturing of batteries. Un autre élément qui fait également de la RDC vraiment incontournable dans ce marché, c'est sa proximité avec des centres industriels majeurs.
And the other element that really positions the DRC as a strategic country is its fact that it is close to major industrial centers. La RDC est située en Afrique centrale et elle est bien positionnée pour alimenter les marchés européens, asiatiques et américains. And because of the geographical location of the country in the heart of Africa, it makes the country to be able to export minerals to European market, Asian markets, as well as American markets. Aujourd'hui, elle est fournisseur majeur des industries en Chine, mais aussi aux États-Unis et en Europe. DRC currently supplies minerals to industry in China, in the United States, and in Europe. Un autre élément très important aussi qui peut aider à ce que la RDC ait une position stratégique, c'est le développement de la capacité de transformation locale. The other element allowing the DRC to play a key role is the possibility to develop local processing capabilities. Jusqu'à présent, la plupart des minerais de la RDC sont exportés à l'état brut, principalement des concentrés, soit des cuivres, des cobaltes et autres. Up until recently, most of the exportation of the DRC are unprocessed ores, mostly in the form of cobalt or copper concentrates. Mais la RDC met en place ce qu'on appelle des zones économiques spéciales et met aussi des réformes pour encourager la transformation locale de minerais. But as of late, the country has been involved into locally creating value addition to the minerals by, for instance, putting in place special economic zones and also local processing entities. Ce qui peut encourager des industriels, des investisseurs qui veulent travailler dans ce secteur de pouvoir installer des industries pour encourager effectuer l'affinage local des cuivres et des cobaltes, par exemple. And that, of course, is an opportunity for investors to come and deploy processing entities to add value to the minerals, but domestically in the country. Un autre élément qu'on va voir maintenant, c'est les réformes du code minier. The other element is that the many amendments or changes that have happened to the mining code. L'aspect légal est très important dans l'industrie minière. The legal aspect is critical in the mining industry. Depuis l'indépendance, le pays a connu plusieurs codes miniers, mais à partir de 2002, on a fait en sorte que les codes miniers soient plus ou moins transparents et atteignent des objectifs de performance. Well, since the country became independent, the country has had a lot of mining codes. It was not until 2021 that the country decided to put in place a mining code that is very transparent and that is conducive to foreign investment. La dernière réforme qui est actuellement en vigueur, c'est le code minier de 2018. And the last code, which is in force now, has been amended in 2018. Et ce code avait pour objectif d'assurer plus de transparence et de contrôle dans l'exploitation minière. And the objective of that amendment of the code was to ensure a greater transparency and control over mining operations. Ce code vise également à augmenter la part de revenus miniers pour l'État et les communautés locales. The code also aims at expanding the country's share of revenues and also benefiting the social communities. Et ce code a aussi introduit des exigences environnementales et sociales renforcées pour répondre aux standards internationaux. The code also introduced more stringent environmental requirements in order to conform to international standards. Et dans ces codes, on trouve également qu'on a amélioré les conditions fiscales et les incitations à attirer les investisseurs. And the code has also put in place incentives in order to attract foreign investment. Dans ces codes, il y a également un encouragement à la transformation locale de minerais avant l'exportation. And also emphasis is put on processing minerals domestically before they are exported. Donc c'est un code, on vous a dit dans l'introduction, nous avons participé activement à sa rédaction et nous pouvons vous assurer qu'il s'agit d'un cadre juridique stable qui permet la garantie, la sécurité, la transparence et la durabilité des investissements. And this is a code, and also, of course, I was part of the people that drafted it. This is a code which is very stable, that provides a legal, stable framework that guarantees security, transparency, and sustainability, and unlocks the door for sustainable development. Voilà ce qui peut aussi débloquer le développement durable en Afrique et en RDC en particulier. That also can pave the way to sustainable development in Africa and beyond.
À part les cadres légaux comme les codes miniers, il y a aussi des initiatives qui permettent aussi que l'exploitation minière se fasse dans des conditions respectables. And in addition to the mining code, there are also other initiatives that allow us to have more responsible mining exploitation. C'est le cas de l'adhésion de la RDC à l'ITIE, donc les normes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. And that includes DRC's joining EITI, which is Extractive Industries Transparency Initiatives. C'est le cas aussi des programmes de traçabilité des minéraux pour lutter contre l'exploitation illégale de minéraux des conflits. And also traceability programs to combat conflict minerals. C'est comme le processus de Kimberley qui permet d'enlever sous le marché les minéraux du sang, par exemple. Much as the case with the Kimberley process, which aims at removing from the market all blood minerals. Il y a aussi ce qu'on peut appeler le développement des infrastructures et logistiques pour lesquelles la RDC est en train de travailler pour améliorer ces infrastructures afin de permettre une activité minière optimale. The DRC is also working hard to improve its logistics and infrastructures to allow for proper mining exploitations and projects such as various corridors mentioned there. Oui, les projets de corridors, comme vous le savez, ce sont des grands projets qui vont permettre des évacuations de minéraux soit à l'est, soit à l'ouest. Donc, ceux qui évacuent à l'est, c'est pour aller vers la Chine et l'Asie, et ceux qui vont évacuer à l'ouest, c'est pour aller vers les Amériques, l'Europe, et ainsi de suite. And we have two main corridors in this instance, one which is going all the way to East Africa and now allowing the country to export its mineral to destinations such as China and Asian countries. Then there's another corridor that goes westward, allowing for minerals to be exploited to other jurisdictions such as Western Europe or America. Oui, les corridors de l'Angola ou de l'Obito intéressent beaucoup plus les Américains. Et comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, le président Biden, avant même de quitter le pouvoir, était en Angola pour ces corridors. And more specifically with regard to the Lobito corridor, this is a corridor which is of great interest to the United States, and President Biden, before leaving office, actually visited Angola in order to see how the project can be pushed forward. Et ces corridors, c'est principalement pour l'évacuation des minéraux du Congo. And this corridor basically is to help the DRC export its minerals. Au point suivant, la RDC a un potentiel énorme de production, comme nous l'avons dit. On va citer quelques cas. And also the country has immense potentials. We'll mention some of those. Nous avons le cas du projet Kamoa-Kakula. The first one is the Kamoa-Kakula copper project. C'est un projet que nous avons, en tant que cabinet, assisté depuis 2003, donc depuis la recherche, jusqu'au développement et construction de la mine et jusqu'en phase de production actuellement de la mine. And this is a project that we as a law firm have assisted from its very inception, i.e. in 2003 when exploration started, all the way to when the mining process started and operation started, and as we speak, the company has entered into production. C'est un grand projet et qui a encore beaucoup d'avenir devant elle. And this is a massive project that still has a long way to go. La hausse du prix des minéraux stratégiques devrait encore attirer plus d'investisseurs en RDC pour faire comme Kamoa-Kakula. And rising price of these critical metals will definitely also drive more investors, such as Kamoa and Kakula, to come and invest in the country. Il y a aussi une autre forme de travailler en RDC, c'est le partenariat public-privé. And also another way of investing in the DRC is a PPP, public-private partnerships. C'est un partenariat où le gouvernement peut collaborer avec des investisseurs privés pour moderniser l'exploitation et la transformation minière. And DRC can work together with private entities in order to modernize and develop processing in the country. C'est le cas du projet SICOMINE, où le gouvernement de la RDC a signé un accord avec des investisseurs chinois sur la formule minerai contre les infrastructures. And one example of that is the project known as SICOMINES, which is a partnership between the DRC government on the one hand and China, a private company from China on the other end, aimed at mineral for infrastructure cooperation. So minerals will be exported to China, and China will build infrastructure to the country in compensation. Et nous, en tant que cabinet, nous avons également travaillé dur et assisté dans ces projets, à commencer par
la convention de collaboration qui avait été signée en 2008 jusqu'à son implémentation, donc jusqu'à son application, et jusqu'à ce jour, nous sommes toujours avocats de SICOMINE. We've also accompanied that project from its inception when the PPP agreement was signed and up until now as the project is thriving. Donc, ce sont des opportunités qui peuvent être exploitées par d'autres investisseurs qui veulent aussi travailler en RDC. So these two projects are indicative of various opportunities that are available in the country that can attract investors that are interested. Voilà qui nous amène à parler un peu des ambitions de la RDC. So let's now talk about the ambitions of the country. La RDC ambitionne de devenir un hub régional pour la fabrication des batteries en Afrique. So the DRC envisions or would like to become a regional hub for battery manufacturing in Africa. Voilà pourquoi il y a certaines mesures. Par exemple, on interdit l'exportation de minéraux bruts ou des concentrés et on encourage des projets de raffinage de cobalt ou de transformation de cuivre sur place. And that is the reason why the country is now pushing for more or banning exportation of unprocessed ore and promoting more refining or value addition domestically. Et les investisseurs n'ont pas à craindre parce qu'il y a aussi ce qu'on peut considérer ici comme la sécurisation des investissements étrangers. And this should not be a cause for worry for investors because actually, as this is being pushed, there's also security or safety for investments that is being guaranteed. Alors, comme sécurisation des investissements étrangers, il y a des accords. Il y a des accords bilatéraux, mais il y a aussi des accords internationaux. Par exemple, la RDC a adhéré, par exemple, à la Convention de Sirdi, ce qui protège suffisamment des investissements opérés dans le pays. And amongst those safety measures, there are, for instance, bilateral agreements and international conventions that the country has ratified. For instance, agreements with China, this is bilateral, and Belgium, and also the Convention on the Settlement of Investment Disputes between states and nations, which also has been ratified by the DRC. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les rôles de certaines institutions qui permettent de garantir une gestion orthodoxe et stable des droits miniers. There are also other institutions in the country that are key for ensuring proper or transparent management of mining operations in the DRC. C'est le cas, par exemple, du CAMI, qui permet une bonne gestion et une sécurisation des droits miniers. Lorsque on délivre un titre minier, ce titre minier est stable et il est bien garanti. C'est par le biais du cadastre minier. We have what we call the mining registry. We actually manage this mining assets, and when you have a permit issued to you, it stays with you, and the CAMI makes sure that happens. Et peut-être pour encore répéter la même chose, nous avons travaillé depuis 2002. C'est nous qui avons élaboré même les statuts du cadastre minier et pour que les cadastres puissent travailler dans la sécurisation des droits miniers des investisseurs. And our law firm also worked for CAMI in order to ensure that institution makes sure mining assets issued to investors are protected. Alors, concernant la transformation locale et l'industrialisation, nous voulons dire un mot sur une opportunité très importante, c'est les minerais 3T. And also with regard to processing, let's talk about the importance of 3Ts. À ce jour, les minerais 3T sont exportés toujours à l'état brut vers la Chine, la Malaisie et l'Europe. And right now, 3Ts are still being exported and processed like ore to countries such as China, Malaysia, and Europe. Et le pays a besoin des infrastructures de transformation locales pour permettre de réduire le coût d'exportation, attirer des investisseurs et favoriser le développement. And the country needs local processing entities to ensure that values is added and that minerals are exported a little bit processed than just like ores. Mais il y a des enjeux. But of course, there are challenges that remain. L'enjeu majeur, c'est la guerre. One of the main challenges to that is the crisis of the war happening in the country. Comme vous le savez, depuis plus de 30 ans, l'Est du pays est sujet à la guerre. As you know, for close to 30 years or 3 decades, the eastern part of the country is prone to war. Et une bonne partie des minerais 3T sont exploités illégalement par des pays voisins. And those 3T minerals, unfortunately, so far have been exploited by foreign countries. Alors, si ces enjeux peuvent être résolus
donc notamment par une bonne diplomatie, alors le pays pourra reconstruire sa puissance sur le minerai 3T à l'est du pays. So if the issue of war can be resolved, then the country could leverage its 3T potential. Les problèmes majeurs à régler, c'est les problèmes de traçabilité et de la réglementation. And the main problem here will be regulation and the traceability. Parce que les minerais 3T sont classés par certaines institutions comme des minerais de conflit, et ce qui limite leur accès au marché. And there are some institutions that have labeled those 3T minerals as conflict minerals, and therefore this limit their circulation or their possibility to circulate in global market. Pour les minerais qui sont exploités dans des régions sous contrôle gouvernemental, les pays doivent renforcer les systèmes de certification et de traçabilité. For minerals that are exploited in the government-controlled part of the country, traceability and transparency must be reinforced. Mais il manque aussi des infrastructures et la logistique, des routes pour pouvoir évacuer des minerais qui sont généralement situés dans des zones très reculées. There's also a challenge related to logistics for transporting these minerals because most of them are located in landlocked or remote parts of the country. L'essor de la transition énergétique et des nouvelles technologies doit créer une demande sans précédent et ce qui doit pousser des investisseurs à pouvoir s'intéresser à ces régions. So investors should actually be investing in the country due to the soaring global demand for these various minerals. La RDC, avec ses réserves exceptionnelles de minerais stratégiques, se positionne comme un acteur incontournable sur le marché mondial. So DRC, with its many deposits and minerals, is a critical player for these important minerals. La demande mondiale explose. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il prévoit que la demande, par exemple en cobalt, lithium et nickel, sera multipliée par 4 à 6 d'ici 2040. The global demand is on the increase. For instance, according to the International Energy Agency, it's forecast that the demand for cobalt, lithium, nickel will increase by 4 to 6-fold by 2040. Autre chose, avec l'interdiction progressive des moteurs thermiques en Europe et en Chine, la production mondiale de voitures électriques devrait dépasser 40 millions d'ici 2030. And also with combustion engine or fossil fuel vehicle being phased out, the demand for EVs will increase to exceed 40 million units by 2030. C'est le moment de se positionner dans une des filières en RDC pour pouvoir prendre sa part du marché. So the time is really ripe for investors to come and already position themselves in one of the sectors of those critical minerals in the DRC. Autre chose aussi, les États-Unis et l'Union européenne cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement. On the other hand, there is the United States and Europe that are now trying to diversify their sources of those minerals et de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. and then reduce their dependency on China. La RDC, c'est un cible d'investissement stratégique pour sécuriser l'accès à d'autres minéraux critiques. Which position the DRC as a strategic destination for critical minerals. Voilà qui nous amène à la fin de notre exposé. Which brings us to the end of our presentation. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? So, in conclusion, grâce à ses ressources minières exceptionnelles, sa position stratégique et un cadre juridique en évolution, la RDC est un acteur incontournable dans la transition énergétique mondiale. So thanks to the country's exceptional mining resources, strategic geographical position, and evolving legal framework, the DRC is a key player in the global energy transition. Elle offre d'importantes opportunités d'investissement pour les entreprises cherchant à sécuriser l'approvisionnement en métaux critiques et à participer à l'essor d'une industrie minière plus durable. And also, the DRC offers significant investment opportunities for companies seeking to secure supplies of critical metals and participate in development of more sustainable mining industry. La prochaine décennie verra une augmentation de la demande pour les minerais stratégiques, plaçant la RDC au centre des discussions sur la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales et la souveraineté énergétique. The next decade will see an increase in demand for strategic minerals, thereby putting the DRC front and center to discussions on security of global supply chains and energy sovereignty. La RDC est donc une destination incontournable pour les investisseurs et l'un des marchés les plus promoteurs
pour les investisseurs souhaitant participer à la transition énergétique. The DRC is therefore a critical must-see destination for investors and one of the most promising markets for investors wishing to participate in the energy transition while developing sustainable and responsible mining industry. Et elle a un cadre juridique, un code minier stable qui permet de garantir et de sécuriser en toute transparence et durabilité les investissements miniers. And the country has a legal framework which is stable and which is conducive to security and the sustainability of investment. Les entreprises internationales qui souhaitent diversifier leurs sources d'approvisionnement et réduire leur dépendance de la Chine ont intérêt stratégique à investir en So RDC. international companies wishing to diversify their sources of supply and reduce their dependence on China have a strategic interest in investing in the DRC now. Merci beaucoup pour votre attention. Nous restons ouverts à la discussion pour répondre à vos questions et nous proposons aussi des rencontres bilatérales pour approfondir certaines opportunités spécifiques qui peuvent vous intéresser. Thank you very much for your attention. Shall we now go to the Q&A sessions, and also later, if you want to deeper dive on any of the questions we talked about, you can always have one-on-one discussions. So Okay. now we'll go and start. Merci, Maître Edmond. Donc, ce sera la session de questions-réponses ou de commentaires ou vos interventions. Donc, vous présentez l'entité que vous représentez, vous posez votre question et vous désignez la personne qui va y répondre. Mais je crois que ce sera un mot de panel. Hein. Si Maître Edmond y répond et que d'autres veulent aussi intervenir, ils ne manqueront pas de donner d'autres éléments de réponse. Alors, monsieur qui a déjà pris la parole. Bonjour, merci pour une présentation très intéressante. Je m'appelle Garner Janis, je suis une députée canadienne. J'ai deux questions. Premièrement, qu'est-ce que nous pouvons faire, les politiciens, les députés ici, pour faciliter une plus proche, collaborative relation entre le Canada et l'RDC? Et la deuxième question, pour la stratégie qui existe dans le RDC, est-ce qu'il y a une préférence pour des investisseurs occidentaux ou chinois, ou est-ce que c'est n'importe quoi, juste une demande pour investissement? Merci. So basically, the first question is about to know what can be done in order to reinforce the relationship between Canada and DRC, if I got the question right, for investment. And secondly, the appetite of the DRC is attracting investors. Is it only targeting one specific part of the world, or is it quite open to any investors, whether from Asia or from the West? Donc voilà les deux questions. Je ne sais pas si on prend peut-être 2 ou 3 questions en une fois, et puis on prend une autre série de 3 questions. Maybe we take a round of 3 questions every time, and then the questions are answered, then we move to the next round of questions. Is there any other question? Sinon, bon, maître, vous y allez. Hein? Okay. Ah, il y a une question? You have a question? OK. Question ou commentaire? Hein? Oui, c'est Oui, ça. oui. Nous, on est un cabinet de relations d'affaires. Oui, mon nom est Njalo Aoubadji du groupe Mamikaya. Je suis basée à Montréal et au Sénégal. Nous sommes un cabinet qui fait de la connexion entre des gens qui ont des mines et autres et qui ont besoin d'investisseurs. Je suis au Sénégal, mais je suis ouvert à l'Afrique. Est-ce que vous pouvez collaborer avec un cabinet qui est ici, qui fait de l'intermédiation avec d'autres, ou vous voulez traiter directement avec les investisseurs ici? Voilà. So she represents a firm that's based in Montreal, I think, and then makes it easy for investors between Canada and Africa to interact. Oui, nous avons d'excellents candidats qui ont des mines très crédibles ou des exploitations raffineries en or et autres, mais je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités au Congo, et puis vous êtes un cabinet d'avocats, donc certainement vous avez les deux profils. Donc, est-ce que c'est dans vos plans d'avoir... Donc, possibilité de collaborer ou passer directement vers les investisseurs. So you are trying to see if the firm can interact with yours to see and how you can tap into opportunities available here or in the DRC. Voilà. Okay. Est-ce que vous
pouvez répéter un peu les questions, les deux premières questions? Les deux premières questions, c'est essentiellement voir ce que la RDC et le Canada peuvent faire ensemble en termes de collaboration. Je crois que monsieur est du gouvernement canadien. Il est député canadien. Qu'est-ce que la RDC peut faire en termes de rapprochement pour faciliter les investissements entre les deux pays? Et deuxièmement, c'était en fait de voir si notre intérêt pour les investisseurs, est-ce qu'il se limite simplement à une région particulière du monde ou est-ce que c'est une stratégie qui est ouverte à toutes les parties du monde, y compris l'Occident ou l'Orient? Et Okay. madame, je crois, elle voulait voir les possibilités de collaboration avec son cabinet. Merci beaucoup pour les questions. Alors, pour la question concernant les relations entre le Canada et la RDC, le pays est ouvert. En ce qui concerne, par exemple, les députés, je pense qu'ils sont le mieux placés pour pouvoir négocier, par exemple, un accord bilatéral qui n'existe pas encore. Il y a un accord qui avait été entamé des discussions depuis 2015, mais qui n'a jamais été finalisé. Pourquoi ne pas les relancer? Donc, s'il y a un accord bilatéral entre les deux pays, cela permet de mieux protéger les investissements et de garantir les investissements canadiens ou des investissements qui passent par le Canada pour aller en RDC. Ça peut faciliter beaucoup de choses. Donc, le pays est ouvert à conclure des accords avec le Canada, avec tout autre pays, pour définir un bon cadre de collaboration et comment les investissements entre ces deux pays peuvent se dérouler sans encombre. Je ne sais pas si les autres confrères ont un mot à glisser par rapport à cette réponse. Mais déjà, pour la réponse, pour l'anglais, so basically, you are a member of parliament, so a better position to see how such collaborations can be initiated, and the DRC is very open to any source of collaboration that may exist between Canada and the country. And also, there's already effort that was started in 2015. There's an agreement or a draft agreement was started but never got to the point of conclusion. Why not maybe resume those efforts with a view to concluding them? And I think this links back to the second question. The DRC is very much open to any investors interested in coming into the country and exploring opportunities. OK. Concernant la question de savoir si les règles sont les mêmes pour tout le monde ou bien c'est réservé à d'autres pays, la réponse est claire. Le pays est ouvert à tout le monde. Bien que pour le moment, il y a beaucoup d'investissements chinois au Congo, plus que des investissements des Occidentaux. Bon, on ne sait pas trop bien expliquer cela, mais comme vous le savez, les Chinois sont trop gourmands en minerais. Voilà pourquoi ils sont nombreux au Congo pour le moment, en train de rechercher des minerais. Et c'est la raison pour laquelle ils occupent une position stratégique, comme je l'ai dit, dans la fabrication des batteries. C'est eux qui fournissent maintenant le monde entier avec les minerais qu'ils prennent au Congo. Mais il y avait aussi des sociétés occidentales, comme par exemple la société TFM, pour qui j'ai aussi travaillé aussi, mais qui au finish a vendu sa part de marché aux Chinois. Il y a la société Jinjin qui est maintenant actionnaire majoritaire dans TFM. Mais il y a des sociétés comme Kamoa Kakula dont je viens de parler, c'est une société canadienne, Ivanhoe. Donc ils sont là en train de travailler, mais ils ont aussi vendu une partie de leur capital aux Chinois. Et comme je le dis, les Chinois, ils sont gourmands, ils sont en train de rechercher le minerai et ils ont compris les choses peut-être avant d'autres. Mais le marché reste ouvert et le marché est toujours grand pour accueillir tout le monde qui veut investir en RDC. Et nous sommes là pour accompagner tous ceux qui veulent investir. So to your second question, in fact, there are no specific rules or restrictions with regard to this or that other parts of the world, even though it's being observed that China seems to have the bigger chunk of investments in the DRC, maybe because the country of China itself is very much minerals hungry, if I may use the words that he has used. So China very much risk tolerant and countries investing massively in the country. And therefore, most investments is now being held by China. For instance, Tenke Fungurume Mining, which is one of the most important mining companies, is now
entirely held by, the shareholding is entirely held by China. We also, interestingly, have a Canadian company held by Ivanhoe Mines, Kakula Okamoa we talked about, which also initially was from Canada and also now has sold part of its shares to the Chinese. But that being said, the country is very much open to any investors interested in having activities in DRC. Okay. Well, Pour essayer d'aborder dans le même sens, ce que les députés canadiens peuvent faire par rapport aux opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, je crois que tout à l'heure, Maître Edmond venait de le dire, nous avons un exemple typique, c'est Kamoa Kakula, qui est une société qui a été créée depuis 2001, que nous avons suivie depuis la genèse, qui a acquis environ 50 permis de recherche, qui a fait la prospection et la transformation, la première transformation des permis de recherche de Kamoa Kakula en permis d'exploitation, c'était en 2012, où on a trouvé un grand gisement de cuivre, et Maître Edmond l'a dit, qui est actuellement pratiquement le deuxième producteur de cuivre au monde. Et à ce jour, il y a les autres permis de recherche qui continuent à être transformés, ça fait maintenant une dizaine. Donc les recherches continuent, c'est question de pouvoir inciter les opérateurs économiques canadiens à pouvoir venir investir au Congo et suivre le pas de Kamoa Kakula. Il y a de l'opportunité pour tout le monde. Oui, moi je voudrais revenir sur la deuxième question du député par rapport à s'il y avait des préférences pour certains investissements par rapport aux zones géographiques. En fait, je crois qu'il y a eu un mythe qui a été créé un peu autour du contrat qu'il y a entre la RDC et la Chine. Mais je voudrais rassurer ici que dans le cadre d'ouverture, la République démocratique du Congo, en 2014, a pris une loi de manière à s'ouvrir à tout le monde avec ce modèle chinois pour permettre à tout investisseur du monde entier de pouvoir venir parce que il devrait répondre aux besoins d'infrastructures qui continuent à se poser pour le pays et essayer d'attirer aussi les gros investissements en mettant en place le cadre qui est venu avec cette loi de 2014, de manière à ce que tous ceux qui amènent le capitaux à une certaine hauteur pouvaient avoir et des avantages et des garanties en termes de ressources naturelles pour pouvoir garantir leurs investissements. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas question d'un seul pays, mais la République démocratique du Congo est ouverte, comme le disait Maître Edmond, à tout le monde, mais il a mis en place un cadre qui permet à tout le monde de se sentir sécurisé au même titre. Donc, c'était juste pour rassurer qu'il ne s'agit pas d'une préférence géographique à quelques investisseurs que ce soit, c'est bien les avantages accordés à tout investisseur. Donc voilà un peu. So coming to your questions, because you're representing the Canadian Parliament, yes, of course, the case of Kamoa Kakula is quite interesting in the sense that it is a Canadian company that came to the DRC a while ago and secured its initial mining permits in 2001, 50 of those. And then prospection started. It was not until 2012 that the company discovered a very massive deposit of copper, in fact, the second largest in the world. And now the company still is continuing with prospecting on its 50 permits. Now they've taken another 10 to continue prospecting. That is a case in point of how cooperation between Canadian companies and DRC can work. And so Canadian investors are are invited to come to the DRC and explore opportunities. And still to your questions with regard to whether the DRC is giving a preference to a specific geographical region or not, no, it's not actually the case, because in 2014, the country passed a law that allows for all investors to come to the DRC and invest. Of course, it started with the cooperation with China of minerals for trade, infrastructures for minerals, but that model could be replicated with any other investor that is interested in coming to the DRC, and the country really has a policy of anyone interested in investing
the doors are open and they just can come and invest. Je pense qu'on n'a pas répondu à la question de madame. Vous voulez des possibilités de collaboration entre son cabinet pour être un pont entre... On va le répondre aussi. OK. Bon, concernant madame qui pourrait poser la question sur la possibilité de l'intermédiation, là aussi, la réponse est oui. Donc, nous, par exemple, en tant que cabinet, nous pouvons travailler avec d'autres cabinets. Hein. Et comme vous êtes dans le secteur de mines, c'est vraiment intéressant parce que nous sommes un cabinet d'affaires, mais nos principaux clients sont des sociétés minières. Donc, s'il y a possibilité de nous mettre en contact avec des sociétés minières, nous sommes disposés à pouvoir collaborer avec des intermédiaires et pour travailler sur ces sujets. Que ce soit au Congo, que ce soit même au Sénégal. Par exemple, pour votre information, je peux vous informer que j'ai personnellement travaillé sur les aspects fiscaux du Code minier du Sénégal, qui a été promulgué il y a quelques années. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Donc, ça signifie que on peut travailler au-delà de la RDC et aider les investisseurs, où qu'ils soient, pour pouvoir travailler en Afrique. So yes, in terms of whether we should collaborate, definitely we can do so. We are very much open to that. We are a law firm that specializes in business law with particular emphasis on mining industry. So definitely, because you're also into mining, we definitely can find avenues to work together. And in fact, as far as I'm concerned, I worked on as you are from Senegal, I worked on the Senegal mining code, the taxation aspect of the code, and that code eventually was enacted. So there are avenues we can explore to see how we can work together. Oui. Not only with the DRC, but even beyond, across Africa. Moi, je suis d'ailleurs tenté à dire à madame de nous voir après, comme ça on va voir comment... And I can already extend to you an invite. We can maybe have a conversation after this session and take a deeper dive on what it is we can do. Shall we take the next round of questions? Yes, madame, allez-y. So, je prends madame, et puis vous, et puis... Bon, on prendra les 4 questions alors. Hein. Vous, après le monsieur, puis... Voilà. Oui, bonjour maître et merci pour la présentation. Mon nom est Nour Amrani, je représente une compagnie danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements pour le traitement des minéraux, Mineral Processing Equipment. La compagnie s'appelle FLS. Et dans votre présentation, vous avez parlé de la modernisation des mines dans le domaine du processing. Et j'aurais voulu savoir... si vous avez des informations en plus, et si, par exemple, la DRC est ouverte à une collaboration, à un partenariat public-privé plus technique pour évaluer les mines existantes et voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour augmenter leur productivité et leur profil de durabilité. Donc ça, c'est la première question que j'ai pour vous. La deuxième question concerne le partenariat stratégique que l'Union européenne a établi avec la RDC également, je pense qu'il y a 1 an. Que pensez-vous de ce partenariat? Est-ce qu'il pourrait réaliser? Merci. OK, on va prendre la prochaine question, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour et merci pour la présentation. Je m'appelle Scott Proudfoot. Je suis ancien ambassadeur canadien à Mali, Soudan du Sud, Palestine et ailleurs. Alors, l'offre de la DRC est très intéressante, étant donné aussi l'esprit d'ouverture que vous avez démontré. Mais les investisseurs, il faut dire aussi que je représente un groupe basé à Londres, qui s'appelle The Ambassador Partnership. Les investisseurs vont s'interroger sur le contexte politique, évidemment, la stabilité à travers le pays, mais surtout dans l'est du pays, où sont concentrés les grands dépôts de minéraux. Et j'ai une question aussi sur ça. Quel pourcentage des minéraux T3 sont perdus par des exportations illégaux? Merci. Yeah. Hello, I'm Rob. Sorry, I don't speak French.
I'm kind of interested to understand whether you have any insights or challenges you could share on kind of setting up special economic zones. That was it, really. Thank you. Allez-y. Bonjour, je me présente. Mamadou Gaussou Diarra, je suis avocat au barreau du Mali, ancien ministre de l'Investissement et du secteur privé. D'abord, je félicite mes confrères pour cette initiative d'un panel sur la RDC. Et moi, j'ai quelques questions ou quelques préoccupations. Vous avez présenté le nouveau code de 2018, le code minier de la RDC. Et je voudrais comprendre comment vous avez structuré la participation de l'État dans les sociétés d'exploitation. Parce que j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, il y a eu une étape de remise en question des permis ou des conventions minières qui existaient dans le pays, et donc une étape de renégociation. Et ça a donné quoi? Comment vous en êtes sorti? Parce qu'aujourd'hui, je vous dirais qu'au Mali, nous traversons une crise profonde liée au fait que le gouvernement actuel est en train de remettre en cause les clauses de stabilisation et de négocier de façon un peu musclée les conventions. Donc, je me dis, il y a quand même une certaine proximité, et je veux comprendre comment vous avez résolu la question et quelle est la part de l'État dans ces conventions-là. Ensuite, quand je vous écoute, j'ai presque l'impression que le secteur minier congolais est dominé par la présence chinoise. Et vous donnez un exemple, c'est qu'ils ont les minéraux contre des infrastructures. Est-ce que vous pensez que c'est réellement compatible avec l'esprit de l'ITIE, notamment la transparence dans les industries extractives? Comment vous arrivez à contrôler les quantités de minéraux extraits et à mettre une balance avec justement les travaux réalisés? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un jeu pas très transparent, si je puis m'exprimer ainsi? Et curieusement, par exemple, quand vous prenez le cas du Mali, il n'y a pas de grosses compagnies minières chinoises, mais il y a de petites compagnies qui font des exploitations presque artisanales et ou parfois dans l'illégalité. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un contexte politique et sécuritaire, notamment lorsque l'ambassadeur parle, qui favorise le fait que les opérateurs classiques miniers s'éloignent au profit d'opérateurs qui ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de rencontrer dans nos contrées? Je vous remercie. Donc vous avez posé votre question en français, hein? So the first question was about mineral processing equipment in the DRC. The DRC would like to modernize its processing facilities, and your company is interested in identifying PPP opportunities, especially in mines productivity and sustainability. Donc, on voudrait voir s'il y a des possibilités de collaborer avec sa société qui se spécialise dans les équipements de traitement ou de transformation minière, particulièrement pour la durabilité et la productivité, accroître la productivité de mines en RDC. Je crois que la deuxième question, c'était ce que vous pensez de ce partenariat stratégique signé entre la RDC et l'Union européenne. Essayez un peu d'opiner sur cette relation ou ce partenariat entre la RDC et l'Union européenne qui a été coulé en forme de partenariat stratégique. Monsieur Scott, je devrais plutôt dire Excellence, parce que vous êtes ambassadeur. Vous avez posé la question en rapport. It was in English, was it? C'était en français. Yeah, basically, you wanted to talk about how insecurity is affecting the 3T minerals in DRC, and you would like to know how much, or you would like to know if we could quantify how much the country is losing in terms of illegal exploitation of 3T in Eastern DRC, where war is prevailing. I think that was the only question that you have asked. Et je crois qu'il y avait une question sur l'établissement des zones économiques. C'est vous qui avez posé la question. Donc, quels sont les défis relatifs à l'établissement des zones économiques spéciales? Vous en avez parlé dans votre présentation, Maître Edmond. Donc, si vous pouvez essayer un peu de revenir sur les défis sur l'établissement de ces zones spécifiques, zones économiques spécifiques. Votre confrère du Mali, par contre, a posé deux questions. Il aimerait revenir sur le code minier de 2018, donc après amendement, où il y a eu beaucoup de révisitations, y compris par rapport à la participation du gouvernement dans les différents accords miniers.
Le cas, il est assez similaire au cas du Mali, où la clause de stabilité est en train d'être, je dirais pas battue en brèche, mais en train d'être mise en mal. Qui est un peu similaire à ce que la RDC a fait avec ses autres partenaires. Essayez un peu aussi de parler de cela. L'autre question qu'il a posée, c'est en rapport avec la présence, on va dire, dominante de la Chine. La question est de savoir, est-ce que cette présence se conforme, notamment dans le cadre d'échanges infrastructures contre minerais. Comment garantir la traçabilité, comment garantir même l'équivalence de valeur, surtout à l'aune de ce que sont les normes de ETA, qui exigent qu'il y ait transparence dans ces échanges-là. Et aussi, il y a des compagnies qui sont chinoises, mais qui ne répondent peut-être pas aux normes des sociétés modernes d'extraction, mais qui peut-être travaillent plus dans, entre guillemets, l'illégalité. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Et ce cas se rapporte bien à ce qui se passe dans son pays, le Mali. Voilà, donc c'était le deuxième round de questions. OK. Je vais d'abord répondre à la question concernant la collaboration technique pour une société qui fabrique du matériel nécessaire à l'industrie minière. Bon, je ne sais pas si votre fabrication nécessite des produits miniers. Est-ce que dans votre process, vous utilisez des produits miniers ou bien vous utilisez pour les miniers? C'est pour les miniers. Pour les miniers. En fait, les minerais de la pierre. OK. Voilà. Je pense que la collaboration ici, ça peut se faire soit à travers un cabinet comme nous, pour que nous puissions peut-être vous référer à nos clients, parce que nous avons une bonne quantité de clients qui sont des sociétés minières, qui peuvent éventuellement avoir besoin de certains matériels, notamment les matériels que vous produisez. Cela est possible, mais vous pouvez aussi penser à vous installer en RDC. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, parce que vous aurez la facilité d'avoir des matières premières à portée de main, et vous pouvez également avoir plus de facilité d'avoir les contacts directs avec des clients sur place. Parce que les sociétés minières, ils ont tout le temps besoin de matériel, de plusieurs sortes. Moderniser la productivité, la durabilité. Voilà. Tout à fait, oui. C'est vrai que j'étais en train de dire, il y a deux façons de le faire. Soit vous pouvez le faire à partir de là où vous êtes. Les sociétés minières au Congo peuvent avoir besoin soit de vos matériels, soit de vos conseils, soit d'améliorer les matériels qu'ils ont. Là, ça va passer par des accords, peut-être avec des sociétés minières ou en passant par nous, par le cabinet, qui peuvent vous mettre en contact avec les sociétés qui peuvent avoir besoin de vos produits. Deuxième possibilité que j'étais en train de vous suggérer, c'est par exemple de vous installer en RDC. Cela vous permet d'avoir les matières premières à portée de main et de pouvoir avoir aussi un contact facile avec les clients, avec ceux qui ont besoin de vos matériels. Donc la réponse est oui. C'est possible d'avoir une telle collaboration technique, soit avec les cabinets, soit en vous installant au pays, soit en restant là où vous êtes. Mais nous, on peut vous servir d'intermédiation pour pouvoir vous référer à nos clients qui peuvent avoir besoin de vos matériels. Donc la réponse est oui, cela est possible. Je ne sais pas si vous avez un commentaire avant qu'on passe à l'autre question. Justement, madame, c'est très important, l'opportunité est là. Les sociétés minières ont essentiellement, dans leur fonctionnement, ont essentiellement besoin des sociétés de services comme le vôtre. L'une des innovations du Code minier de 2018, je crois que Maître Edmond l'a dit dans son intervention, avant, la République démocratique du Congo permettait aux sociétés minières d'exporter les minéraux bruts, à l'état brut. Ça pouvait traverser la frontière. Cependant, avec le Code de 2018, il est strictement interdit, en dehors bien sûr des minéraux 3T, comme Maître Edmond l'a dit, qui continuent à être exploités
à l'état brut. Maintenant, justement, actuellement, il est strictement interdit de pouvoir exporter des produits tels que le cobalt, le cuivre à l'état brut. Désormais, il faut avoir des produits concentrés. Cependant, le souci demeure de pouvoir améliorer la productivité, notamment, par exemple, avec votre expérience, à travers notre cabinet ou lorsque vous êtes installé en République démocratique du Congo, eh bien, les sociétés minières ont toujours ce souci-là de pouvoir améliorer leur productivité à travers les matériaux plutôt modernes, notamment avec les opportunités qu'offre votre entité. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir au bon. Vous pouvez enchaîner avec la question sur les Deuxième partenariats. question, c'était en rapport avec le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon. Ah, Ok, ok. oui. Oui, enfin, c'est chez vous. Justement, j'allais oublier, c'est Oui. Maître Steve. C'est Maître Voilà, Steve quand vous présentez les autres. du cabinet Elite. Je voulais compléter la réponse de Maître Gabriel sur la possibilité de venir sur place au Congo pour pouvoir travailler. C'est dans le même cadre que le même code minier a permis à ce que toute personne qui vient au Congo, qui veut travailler en tant que personne morale, doit s'enregistrer comme sous-traitance. C'est dans ce cadre-là, maintenant que la loi sur la sous-traitance peut intervenir, ça vous permettra d'avoir l'agrément et pouvoir travailler dans toute la sécurité possible juridique. Et c'est accompagné par les cabinets élites par rapport à tout ça, la création de la société, l'obtention de la documentation et vous mettre en contact avec les différentes sociétés minières. Donc c'est tout à fait possible. Merci. Je pense pour être plus méthodique, on répond à la question, je rends ça en anglais et on passe à la prochaine question. Okay. C'est plus méthodique comme ça. So basically, yes, the answer is yes, but there are two approaches. Either you go through the law firm, this law firm, or you effectively set up a presence in the DRC, and therefore you are closer to the mining entities themselves, and you can then avail to them your mineral processing equipment. And the other colleague just added that, in fact, this could be also linked back to the fact that the DRC, as a result of the mining code review in 2018, demands that all minerals be processed before being exported, and your company could precisely help in meeting or complying with that legal requirement of enabling companies to process the minerals domestically before they are exported. And also, Steve said that there is the subcontracting law, so if you want to operate in the DRC, you'll have to set up a company that operates as a subcontractor to be able to interact with the other mining companies. So yes, the answer is yes. We simply have to define what approach that will be most suitable to you. Maintenant, on passe à la... Oui, vous disiez? Oui, justement, on va ça, c'est la prochaine question. Vous vouliez intervenir, prenez le micro. Sur le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC. N'est-ce pas? Alors, c'est Maître Trésor. Au sujet de cette question, je vais relever ceci. En tout cas, sauf erreur, la RDC n'a pas un accord entre l'Union européenne, entre elle et l'Union européenne. Cet accord a été signé entre un pays voisin et l'Union européenne, alors que ces pays voisins ne disposent même pas d'un gramme de cobalt sur son sol. L'Union européenne a signé cet accord avec ces pays, alors qu'elle devrait normalement le faire avec la RDC. Alors, ce que nous en pensons, c'est que l'Union européenne, ainsi que tous les autres pays, devraient par contre signer des accords directement avec la RDC. Ça permettrait notamment, comme son Excellence l'ambassadeur l'a relevé tout à l'heure, finir tous ces problèmes de guerre. Parce que si les accords étaient signés directement avec la RDC, naturellement, tout le monde voudrait se protéger. C'est un peu ça. Je ne sais pas si les autres collègues ici ont... je ne sais pas si Maître Gabriel ou Maître Emmanuel, avez-vous autre chose à ajouter sur ce que Maître Trésor vient de dire ou Non, ça va. So basically, just to maybe a bit of a point of a correction, the strategic partnership between the EU was in fact signed with a neighboring country,
not with the DRC. So what we think of it is that we would have wanted that agreement to be signed with the DRC because the neighboring country, the colleague has alluded to, in fact, does not have the kind of minerals that it is exporting. So it would make more sense that EU signed that agreement directly with the DRC, and that would, in fact, be conducive to more stability in the country. That's the answer to the question. Mais c'est comme si vous n'êtes pas... En 2023, oui. En fait, OK. peut-être on parle de deux choses. Elle a parlé de partenariat stratégique. Vous avez dit qu'il n'y a pas de partenariat stratégique, mais en fait, il y aurait un protocole d'accord qui a été signé par notre ministre de Mines et qui, techniquement, serait en fait un type d'accord entre la RDC et l'Union européenne. Si je vais enchaîner, ça veut dire ceci. Le partenariat stratégique a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda pour des minéraux du Congo. Voilà, c'est ce que Maître Trésor était en train d'expliquer, que voilà, on signe des accords avec un autre pays, mais qui n'a pas les minéraux pour lesquels on a signé des accords. Mais le mémorandum dont vous faites allusion a été signé en 2023. Ça concernait beaucoup plus une forme de collaboration avec l'Union européenne par rapport à la filière de batteries, à la filière autre chose, voilà. Donc, c'est un partenariat qui, à ce jour, n'a pas encore produit des effets. Donc, c'est un mémorandum, mais n'a pas été vraiment suivi des effets concrets sur terrain. Donc, on a du mal à se prononcer pour dire si ça a bien évolué ou n'a pas bien évolué, mais ça a été signé, mais ça n'a pas encore produit des effets sur terrain. Voilà, so there is a strategic partnership, but with Rwanda, and there is a memorandum of understanding with the DRC on batteries manufacture, which still is to come to fruition, but so far it hasn't yet. And our colleague mentioned, he didn't mention the country, but actually it is with Rwanda, and Rwanda does not have the minerals for which EU has signed the partnership with that country. On va passer à la prochaine question, parce qu'il va être 12 heures. Vous avez une question, vous permettez qu'on finisse rapidement? Bon, ajoutez votre question, comme ça, ce sera peut-être le round sur lequel on va travailler jusqu'à la fin de notre temps. Allez-y. Bonjour, je suis Tim Poucault de Eurasia Group. Je suis désolé, mon français est horrible. I hope you don't mind. Yeah, thank you very much. Merci. Merci. I just wanted to know how effective you think Kinshasa might be at enforcing the new export controls on cobalt. And sorry if you got that question earlier. I was just coming over from the keynote presentation. Oui, donc la question essentiellement, vous vous rappelez que la RDC a récemment restreint l'exportation de minerais de cobalt. Je crois que c'était en lien avec, pour essayer de voir comment les prix pourraient baisser. La question est la suivante. Comment pensez-vous que la RDC sera à mesure, en fait, qu'en est-il de l'effectivité de cette décision prise? Est-ce que cette décision va effectivement être mise en œuvre et qu'effectivement on va suspendre l'exportation de cobalt pour essayer de contrôler les prix? Donc c'est ça sa question. Okay. We've got like tons of questions, so we'll come to yours when we're done with the others. Yeah. OK. On va d'abord répondre aux questions posées précédemment. Oui. Donc là, vous avez des questions? Oui. Je voudrais maintenant répondre à la question de l'honorable sur... je crois que c'était l'ambassadeur. L'ambassadeur. Ambassadeur. Ouais. Ah, OK. Donc, c'est la question... Il est honorable aussi. Oui. Sur la question de la stabilité à l'Est et les pourcentages de minéraux perdus. Bon, en fait, l'instabilité à l'Est, c'est une question qui est connue dans le monde entier. Et ça dure depuis 30 ans. Et c'est une instabilité qui a fauché des millions de vies humaines. La raison de cette instabilité, c'est le vol de minerais du Congo. Comme on a dit, le Congo a plein de minerais en quantité industrielle que les pays voisins n'ont pas. Et ils ont trouvé comme solution de venir se servir. Et pour mieux se servir, il faut créer des groupes rebelles, des guerres factices, tout ça. Voilà pourquoi il y a de l'instabilité dans cette région du pays qui
ne permet pas de développer des activités de manière structurée à l'est du pays. Les activités minières sont très bien organisées, par exemple au sud-ouest, quand vous allez au Katanga, des sociétés sont instables et travaillent très bien. Mais quand vous allez à l'est, c'est difficile de trouver une société organisée. Ce sont des groupes rebelles qui volent des minerais et qui vont aller le vendre de l'autre côté de la frontière. Alors, cette instabilité occasionne beaucoup de pertes dans l'économie congolaise. Mais c'est difficile de vous donner des statistiques. Parce que des minerais, un voleur ne va pas vous dire « j'ai volé combien ?» Il prend et puis il va... Hein? Mais il y a des estimations. On parle en termes de millions de... par exemple, M23, depuis qu'ils sont là, on dit que c'est à peu près entre 800 millions. Je pense que 800 000 $ par mois. Par mois. 800 000 $ par mois. Ouais. Donc, ce sont des pertes qui continuent, hein, comme ça. Donc, voilà pourquoi les efforts diplomatiques sont entrepris. S'ils peuvent arriver à mettre fin à cette instabilité, cela peut permettre alors que les activités minières puissent bien être organisées dans cette partie du pays qui connaît beaucoup de troubles depuis plusieurs années. Voilà ce qu'on peut donner comme réponse. Je ne sais pas si les autres confrères ont quelque chose à ajouter, parce qu'on doit filer. Il va être 12h30, ce qui est le temps qui nous a été alloué. Non, ça va. Ça va? So, well, for the link between insecurity and illicit mineral exploitation in Eastern DRC, this is very simple. It has been going on for the past 30 years, cost many millions of lives lost. It basically is due to the illicit exploitation of minerals in the Eastern DRC by neighboring countries. And that insecurity, in fact, is being engineered. It's not really there, but it's being perpetuated to ensure that that illicit trade of mineral continues. Now, what is the solution? Well, for instance, for the quantities, there are no proper statistics to talk of, but if you could go by the recent estimates, we're talking 800,000 US dollars every month being stolen by the rebel groups that are operating there. So the solution would be diplomatic, try and find diplomatic solutions, lasting diplomatic solutions that would allow the DRC to do the sort of mining done in southeastern parts of the Copper Belt in eastern DRC, which is quite organized and well-structured, but you don't have that in eastern DRC. Alors, par rapport aux défis pour la création des zones économiques spéciales. Oui, par rapport aux zones économiques spéciales, comme on le sait, les zones économiques spéciales sont une grande opportunité, parce que c'est une zone de franchise où les investisseurs peuvent investir sans avoir certaines charges fiscales, douanières et autres. Et ils ont été institués pour attirer des investisseurs. Mais les grands défis qui se posent par rapport à ces zones, c'est un problème d'infrastructure. Il n'y a pas suffisamment de routes pour avoir accès à certaines zones. Mais il y a des zones qui ont réussi, comme la zone de Maluku, qui est tout près de Kinshasa, où ils ont réussi à bien construire la zone et à mettre des infrastructures. Mais les zones qu'on a instituées à l'intérieur du pays, parfois ces zones sont difficiles d'accès. Deuxième défi, c'est le déficit énergétique. Quand il n'y a pas suffisamment d'énergie, vous pouvez bien vouloir installer des usines, mais vous ne pouvez pas les faire fonctionner par manque d'électricité, par exemple. C'est pourquoi si on veut investir, il faut investir dans un projet global où vous tenez compte de ces défis, hein, c'est-à-dire penser comment vous pouvez avoir accès à la zone et penser comment vous pouvez vous approvisionner en énergie. Donc si on a un projet global qui tient compte de ces différents défis, c'est une grande opportunité de pouvoir travailler dans une zone économique spéciale parce que cette zone offre des avantages énormes aux investisseurs qui peuvent être affranchis de certaines taxes et impôts. Un autre rapport, collègue? Ça va. So special economic zones are very interesting because they create a lot of incentives to investors to come and deploy their activities, but also they come with challenges in the DRC, mainly two. The first one is infrastructure. Most of these are in remote, landlocked areas where there's really not much infrastructure to talk about. So the first challenge is infrastructure. Second is energy, more specifically electricity, and you can't build plants where you don't have electricity. So electricity is also another one of the two challenges that really is crippling the deployment of these
economic zones. But there's one in Maluku, in the capital, Kinshasa, which is like a good example of that, where just two challenges seem to have been overcome. But otherwise, these still remain as the main challenges to these special economic zones. Donc là, on a répondu à la question sur zone économique. Je crois qu'on revient maintenant à la question de votre confrère du Mali qui parlait essentiellement un peu les parallèles entre ce qui se passe au Mali et ce qui s'est passé chez nous avec la révision de code minier et aussi la clause de stabilité qui est en train d'être mise en mal avec le régime. Bon, là, ça va nécessiter de faire un petit historique et pour comprendre ce qui s'est passé par rapport aux conventions minières. Avant 2002, la RDC, les codes miniers de 1981, prévoyaient de conclure des conventions minières avec des sociétés minières. Mais il prévoyait deux régimes. Un régime de droit commun, sans convention, et un régime conventionnel, avec des conventions minières, qui donnait beaucoup d'avantages aux sociétés minières. Mais lorsqu'on a fait le nouveau code en 2002, il s'est posé le problème des conventions minières, parce que on s'est rendu compte qu'aucune société n'était dans les droits communs. Tout le monde voulait les conventions minières parce qu'il y avait beaucoup d'avantages. Alors, on a trouvé comme solution de mettre les sociétés minières sous convention devant leurs responsabilités. Le nouveau code de 2002 a prévu un choix. Donc, les sociétés minières devaient choisir. C'était difficile de les imposer ou d'annuler carrément les conventions minières parce que les conventions, ils ont des clauses de conflit. Donc, quand vous annulez toutes les conventions, vous aurez plusieurs conflits sur le dos à gérer. Alors, on a donné la possibilité aux sociétés minières de leur remonter les avantages qu'il y a dans les codes miniers, à comparer avec les avantages qu'ils ont dans les conventions, quitte à eux de choisir. On leur a donné un délai de choisir. Certaines sociétés ont choisi, mais la plupart ont préféré rester dans les conventions minières. Si bien que de 2002 jusqu'en 2018, on s'est retrouvé avec des sociétés qui sont régies par les codes miniers et des sociétés qui étaient régies par leurs conventions minières. Ce qui créait une sorte de déséquilibre entre les sociétés. Voilà pourquoi, avant même les codes miniers de 2018, le gouvernement a commencé un processus de renégociation ou de révisitation des conventions minières pour demander à tous ceux qui avaient conclu des conventions qu'on devait réviser ces conventions. On devait les adapter parce qu'elles ne répondaient plus à la réalité. Ils bénéficiaient de beaucoup d'avantages que le pays n'avait plus. Alors, beaucoup de conventions ont été renégociées et ils ont toujours continué à coexister avec ceux qui appliquaient les codes miniers jusqu'en 2018. Mais le code minier de 2018 a voulu mettre fin aux conventions. Il a prévu une disposition qui dit que voilà, toutes les sociétés sont soumises au régime du code minier, plus des régimes conventionnels. Bon, on craignait que cela allait engendrer des litiges avec les sociétés minières, mais on n'a enregistré aucun litige. Les sociétés ont accepté de pouvoir se rallier au code minier. C'est ça la situation actuelle où toutes les sociétés sont régies par les codes miniers de 2018. Il n'y a plus de sociétés qui sont régies par leurs conventions comme c'était signé un peu avant. Alors, par rapport à la question sur les participations de l'État, la participation de l'État, dans les codes miniers de 2002, on avait prévu 5%. L'État devait avoir 5% dans chaque société minière d'exploitation. Ces 5% étaient sans charge financière et non diluables. Voilà. Ce taux de participation a été augmenté en 2018 à 10%. Alors, les sociétés minières d'exploitation ont accepté également. À ce jour, je ne connais pas une société qui s'est opposée, même ceux qui avaient construit leur société avant 2018 ont accepté de pouvoir céder à l'État les 10% demandés dans les codes miniers de 2018. Cela n'a pas posé de problème. Bon, je ne sais pas au niveau du Mali comment ça se passe, mais si on donne dans un premier temps la possibilité aux sociétés de choisir, en leur montrant les avantages de rester dans la convention et les avantages de ne pas respecter les codes miniers, je crois que ça peut résoudre les problèmes plutôt que si on y va par manière forte, brusquement, ça peut créer des frictions, peut-être même des conflits ou des litiges, comme je le disais. Alors, par rapport aux minerais contre infrastructures,
dans le cadre, par exemple, de la convention chinoise. C'est une convention qui a fait couler beaucoup d'encre. L'État congolais a donné des minerais contre des infrastructures. Mais quand on dit on a donné des minerais, ce n'est pas qu'on leur a donné comme ça un jugement, non. On a créé une société commune, une JV, entre des investisseurs chinois et l'État congolais. L'État congolais a 32%, les investisseurs chinois en ont 68%. Donc, s'il faut maintenant investir dans les infrastructures, les sociétés chinoises se sont engagées de pouvoir financer des infrastructures. Et tout est bien défini dans la Convention. Qu'est-ce qui doit être construit? Et les infrastructures à construire sont présentées par le gouvernement. Donc, il n'y a pas de difficulté à pouvoir les évaluer. On sait chaque infrastructure, quel est son coût. Parce quand on présente un projet, on connaît son coût. Et ce sont les sociétés chinoises qui sont engagées à pouvoir financer tout ce qui va être présenté par le gouvernement congolais. Alors, jusque-là, il y a des routes qui ont été construites, il y a des hôpitaux qui ont été construits. Ça n'a jamais posé de problème, ni avec l'ITIE. Parce que l'ITIE peut voir la manière dont la société fonctionne. C'est une société qui fonctionne normalement, avec des actionnaires. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont généré comme revenu est connu. Qu'est-ce qu'ils ont distribué comme dividende est connu. Donc, les normes de l'ITIE sont également respectées par rapport à la société. Et la réalisation des infrastructures s'est faite sur base contractuelle. Il y a un contrat qui a été signé et les valeurs des contrats, les valeurs des infrastructures sont connues et ils amènent des fonds pour pouvoir financer. Donc, il n'y a rien d'opaque qui ne puisse pas permettre à l'ITIE de pouvoir savoir qu'est-ce qui a été financé et qu'est-ce qui n'a pas été financé, ou bien l'argent est parti d'où tout s'est fait de manière transparente. Un autre avis? Oui, toujours, je crois que je vais revenir sur la dernière question abordée par Maître Edmond. C'est par rapport d'abord au montage lui-même qui a été mis en place, et ensuite par rapport à la norme, en fait, où je peux commencer d'ailleurs par l'ITIE. Je crois que la question de l'ITIE, ou parmi les principes de l'ITIE, c'est que les ressources naturelles d'un pays appartiennent à sa population. Donc, et ici, lorsque le gouvernement, comme disait Maître Edmond, a négocié, je prends l'exemple avec les entreprises chinoises, c'est-à-dire, il y a les projets d'infrastructure qui est évalué et estimé, présenté comme le besoin du gouvernement, qui se met en place avec des entreprises chinoises qui acceptent d'apporter cet argent pour financer les infrastructures. Et pour garantir le remboursement de cet argent, le gouvernement congolais va mettre en place une société commune, comme disait Maître Edmond, dans laquelle il y aura la participation du gouvernement ainsi que des sociétés chinoises. Et à cette société, on va donner maintenant des titres miniers pour exploiter. Et c'est le revenu de cette exploitation qui sert au remboursement de ce prêt qui a été déjà opéré. Alors, cette société n'a pas d'avantage particulier par rapport à d'autres sociétés. Elle est considérée comme une société commerciale avec tout ce qui est comme norme au HADA qui s'applique à toutes les sociétés. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que même sur le plan légal, cette société fonctionne comme toute société commerciale, comme toute société minière régie par le code minier, sans aucun avantage. Les avantages qu'elle obtient, c'est les avantages que le gouvernement congolais apporte dans cette société, parce qu'elle donne certains avantages, mais qui sont aussi évalués pour être pris en contrepartie de son apport. Donc, ce n'est pas des droits miniers qui sont donnés sans qu'il y ait un contrôle ou qui sont donnés au-delà de la législation. Tout est encadré par nos lois et c'est dans ce cadre
que ce projet existe. Et il y a même une loi, comme nous disions avant, il y a une loi qui a été votée et promulguée même depuis 2014 pour élargir, pour que ce ne soit pas des avantages comme cela a été véhiculé ou peut-être pensé sous d'autres cieux que c'était des privilèges accordés aux Chinois. Donc la loi est venue pour dire qu'elle est impersonnelle. C'est des avantages qui sont accordés à tout celui qui voudra bien venir dans un cadre bien déterminé et bien organisé par la loi et bien encadré. C'est ainsi que nous avions parlé de la loi de 2014 ainsi que du cadre infrastructure contre mines. Donc, en gros, je ne pense pas que ça viole les normes de l'ITIE. Donc, merci. So, to your question, vous vouliez dire quelque chose? So, to your questions about the review of mining code, in fact, let's maybe go back a bit in time to 1981, where there was a law in the DRC which enabled companies to have direct bilateral agreement between companies and states, and each mining company then would have its own specific bilateral relationship with the state, which is a specific regime with its advantages given to those mining companies. And then came the mining code of 2002, which gave those companies the option either to remain with their bilateral agreement with the government or to come under the mining code. Of course, those agreements could not be repealed. Companies were given a choice to either remain under bilateral agreement or come under the mining code. Some accepted, others did not, so the DRC ended up renegotiating these contracts to ensure that they complied, they conformed to the new mining code. And then came 2018 when the mining code was reviewed again, and at that point in time, all companies were required to comply with the mining code. So now the only regime applying to the mining companies is that of the mining code. Now, in terms of shareholding of the DRC government into mining company, it initially was 5%, which mining companies had to cede or assign to the country. Now it has been increased to 10%, and we have not had any issues with mining companies accepted to assign to the government that 10% shareholding. Now, to the questions of minerals for infrastructures, more specifically linked to China, well, this does not just happen as in minerals being given to China and China building infrastructures. In fact, there is a specific vehicle put in place. It's actually a joint venture which brings together the DRC with a shareholding of 32% for the case of China, and China holding 68%. And it is the proceed of that joint venture that enables the country to then know how much money will be given to China and what kind of infrastructures that will be built in compensation. As you can see, this, in fact, is done in transparency and conforms to the EITI norms. And the law says that the resource of the country, in fact, belongs to the people of the country, so that the country makes it a point to ensure that these arrangements are put in place so that infrastructures are built and then correspondingly evaluated minerals are assigned to the Chinese company. Now, that started with China, but in 2014, a law was passed to try and expand that model to any other investor that would want to do minerals for infrastructure projects. So now this is like open to anyone who wants to invest in that. Ce qui nous permet de finir le round de questions que nous avons pris, à part la question sur la dernière décision du gouvernement qui suspendait l'exportation de cuivre. Est-ce que ce sera une décision effective? Oui, bon, par rapport à la suspension de l'exportation de cobalt, il y a lieu d'informer que le 22 février, le gouvernement a décrété, bon, ce n'est pas une interdiction, mais c'est une suspension de 4 mois d'exportation de cobalt. C'est une mesure dictée par le besoin de contrôler le prix, parce qu'il y a eu surchauffe de prix sur le marché. Donc, le prix avait tendance à baisser à cause de ce qu'on peut appeler une surproduction. Certaines compagnies, comme par exemple CIMOC ou bien TFM, elles avaient même doublé leur production parce que les prix étaient très alléchants à l'époque.
Et en conséquence, les prix avaient commencé à stagner sur le marché. Voilà pourquoi le gouvernement avait pris une mesure de suspendre momentanément, pendant 4 mois, l'exportation des cobalt. Donc c'est une mesure provisoire avec un objectif précis. C'est une bonne mesure, une mauvaise mesure, ça c'est une autre question. Mais quant à l'effectivité de cette mesure, certaines informations montrent qu'au niveau des frontières, on arrive toujours à pouvoir exporter. Sur plusieurs raisons. Peut-être les raisons des produits qui étaient déjà dans la chaîne d'exportation. On ne pouvait pas les empêcher de sortir. Mais au niveau des sorties des usines, il y a quand même plus ou moins le respect, un contrôle. Mais cela n'a pas beaucoup affecté les sociétés minières parce que c'est une mesure provisoire et le gouvernement cherche à voir si cette mesure peut permettre de stabiliser le prix sur le marché avant de lever la mesure de suspension. Est-ce qu'il y a un autre avis de la part des confrères? Non, ça va. In fact, this is a provisional measure. It is aimed at enabling the DRC to play on the international prices of copper because there was oversupply of that metal on the global market, thereby prices tanked. And the DRC is now trying to see if by imposing this provisional ban on the export, it would maybe reduce that oversupply and then send a price rising. It is provisional. It is not a definitive ban. Now, your question was, is that going to be effective? Well, first, is it a good or a bad decision? Difficult to answer that question. Is it going to be effective? Well, it's being observed at the borders that we're still seeing exports of copper, understandably maybe because some was produced and was in the process of being exported, so that can explain that. But from the plants themselves, the mineral plants, there is no exit of minerals. So the ban is effective from companies themselves, but whatever was in the process of being exported is already being exported. We will see whether that effectively brings or sends the price rising, and if that happens, then maybe the government will lift that provisional ban. It sounds like you guys are saying you do think that the government can actually do the work of blocking the export. Est-ce à dire que le gouvernement est en fait capable de justement empêcher l'exportation de cuivre? Oui, parce que le cuivre ou le cobalt, rien ne peut pas sortir de frontières sans contrôle. Il y a la douane, il y a toute l'étendue des services de l'État. Donc vous ne pouvez pas sortir des produits comme vous voulez. Si le gouvernement prend des mesures strictes que tel produit ne peut pas sortir, ça ne peut pas sortir. C'est possible. Yes, the government does have the levers to actually prevent. You have to go through customs, you have to go through other government services at the borders, and if the government says nothing is going, or this particular export can't leave the country, effectively cannot leave. So I think effectively the government has that ability. Now the question is to see whether that will play on the prices. But the government does have the ability to prevent copper from being exported until the ban is lifted. Okay. Je crois qu'on va laisser les 10 minutes là. Vous avez une question? You have a question? That will be the last final question. Then we can interact for the remaining maybe 5 or 10 minutes because we should really end the time at 12:30. Sorry, I don't speak French. Vibha from BHP. My question is two-part. So just, the gentleman from Eurasia just asked about cobalt, and it's a result of oversupply. We've seen what's happened with nickel markets recently with oversupply in Indonesia. What is DRC's take on managing supply for commodities? And is it building a framework to keep supply always in line with demand or keep supply in check so that we don't have another fallout similar to nickel, or we do not destroy demand or destroy value in the whole supply chain, right? And can DRC, or are there ways in DRC where, we can reach out to the government or other agencies to figure out how much mineral reserves and resources are in the country, how much endowment has been already given, and how much is available for further exploration? Donc la question, en fait, lien à la question à laquelle on vient de répondre, c'est justement de voir
si la RDC peut avoir... Il y a en fait eu un problème similaire avec le nickel et l'étain où on a eu une surproduction qui a affecté les prix. Maintenant, la question est celle de savoir si le pays, en particulier la RDC, a la capacité de pouvoir gérer son stock de minerais, en fait jouer sur son stock pour justement avoir un meilleur contrôle des prix au niveau international et empêcher que les prix ne baissent parce qu'en fait, il y a une surproduction sur le marché mondial. Qu'est-ce que la RDC peut faire donc pour une meilleure gestion de son stock ses stocks de matériel, plutôt de matériaux ou des minéraux? Deuxième question, c'est est-il possible en fait de voir comment aborder le gouvernement pour que le gouvernement procède à une évaluation, une quantification en fait des réserves minières disponibles pour qu'on sache quelles réserves dont on dispose actuellement, ça se chiffre à combien, et voir combien de temps encore ça reste pour pouvoir être exploité. Donc un exercice en fait de quantification et de planification. That will be the last question, then we'll use the remaining time for, we answer that question and then we network for the remaining time we still have. OK, bon. Quant à la capacité du gouvernement de pouvoir gérer les stocks, je ne sais pas, il a dit... Elle est de BHP. BHP Billiton, right? Oui, de BHP, ouais. OK. Bon, nous, on a du mal à parler au nom du gouvernement. Nous on est un cabinet d'avocats. On ne sait pas vous dire exactement ce que le gouvernement peut faire. Mais nous pouvons penser que le gouvernement a le moyen, parce que quand on dit que la RDC a 70% des réserves mondiales, c'est sur base de certains chiffres dont dispose le gouvernement. Alors, ces chiffres peuvent être améliorés, peuvent être raffinés. Donc, s'il y a des structures ou des sociétés qui peuvent contribuer ou bien aider le gouvernement à pouvoir bien gérer ces chiffres, c'est comme je l'ai dit, je ne sais pas parler au nom du gouvernement, mais je suppose que c'est le bienvenu. Nous, on a aussi la possibilité de pouvoir parler avec des gouvernements, avec le ministre de Mines, pour lui dire que voilà, tel ou tel service, telle ou telle société peut nous aider ou bien peut aider le gouvernement à pouvoir bien gérer son stock de minéraux. Parce qu'elle occupe une position stratégique. Si elle est bien gérée, elle peut être profitable pour le pays. Mais si elle est mal gérée, ce sont les autres qui vont en profiter et le pays ne pourra pas profiter. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le marché, qu'est-ce qu'on peut retenir pour pouvoir jouer sur le prix. Ce n'est que normal. Mais tout ça, c'est le gouvernement, il peut le faire. Bien entendu, il peut se faire aider aussi par d'autres structures, d'autres sociétés qui peuvent aider le gouvernement. Soit dans l'évaluation, la quantification. Il y a des chiffres à tous les niveaux sur les évaluations, les quantifications. Mais il y a aussi des chiffres qui sont déclarés par des sociétés qui ont fait des recherches sur le terrain et qui ont communiqué ces résultats auprès du gouvernement, et ces chiffres existent. Mais comme je le dis et je le répète, ces chiffres peuvent toujours être raffinés par des études complémentaires. Avec peut-être les nouvelles technologies, on peut faire de bonnes évaluations. Je pense que le gouvernement ne peut être que disposé à pouvoir collaborer dans ce sens. Justement, pour renchérir ce que Maître Edmond venait de dire, parmi les mesures que le gouvernement envisage pour contrôler la production ou l'exportation de ces minéraux-là, c'est le fait que le gouvernement peut exiger, et d'ailleurs c'est même l'ambition du gouvernement, de faire en sorte que toutes les sociétés d'exploitation minière en RDC puissent implanter des unités de production de produits finis. Parce que la plupart des minéraux qui sont produits en RDC, comme nous l'avons dit, il y en a qui sont exportés à l'état brut, il y en a qui sont exportés à l'état concentré. Il n'y a pas de produits finis. Et lorsque le gouvernement, par exemple, exige que les sociétés qui exploitent les minéraux puissent avoir des unités de transformation et de production des produits finis, ça permettra à ce que le gouvernement puisse contrôler le prix des minéraux qui sont exportés à partir de la RDC. So, well, we can't speak for the government, but definitely there are statistics. They may not be as granular as one might want them to be, but they are there. We can only hope that the government maybe would reach out to entities that can help it to have more detailed
statistics in terms of how much endowment or how much minerals that the country has, and therefore be able to properly plan. And for the reserves, for instance, when we say that the DRC has 70% of this or that type of minerals, that indicates that statistics are there, just to make sure that the government maybe works with other specialized entities to make sure that these statistics are more accurate. Now, in terms of stocks, managing them, the colleague has simply said that the government has also put in place another measure requiring mining companies to also put in place processing plant so that minerals are not exported as ore or as concentrate, but get some sort of value addition domestically, and therefore the country will be able to control the production and then be able to have a lever on the prices at international market. Which I think should bring us to the end of our session. I'd like to thank, on behalf of the law firm, thank each and every one of you for coming. I think the remaining 5 minutes will try and rub shoulders and share business cards. And if you want maybe to approach one of the lawyers here, no problem. They will be most than happy to approach you. Donc, ce qui nous amène à la fin de notre session de ce jour. On vous remercie infiniment de votre présence. On a encore 5 minutes, on peut en profiter pour échanger les cartes ou parler. Et pourquoi pas donc échanger les cartes de visite, comme je disais. Merci infiniment. Merci. Merci.